Bonjour les parents verts et prudents. Aujourd'hui j'échange avec Robert Barouki. Robert est toxicologue, directeur d'une unité INSERM, chef de service à l'hôpital Necker Enfants Malades et professeur à l'université Paris-Cité. À mes yeux, sur les 10 dernières années, il a été un des principaux acteurs du domaine de la santé environnementale en France et à l'international. On discute notamment des habitudes prises pendant l'enfance, de la notion de co-bénéfice, de l'importance de ne pas devenir obsessionnel dans la gestion des polluants et d'autres sujets. Voilà, j'espère que vous y trouverez des choses utiles et je vous amène Robert Barouki. Aujourd'hui, je suis avec Robert Barouki. Robert, merci de te joindre à moi. Bonjour. Je suis très heureux de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui parce que ton travail a eu une grande influence sur la manière dont je réalise mes études et mes travaux d'expertise en santé environnementale. Donc, un grand merci à toi. Et avant qu'on débute, est-ce que tu souhaiterais indiquer des liens d'intérêt au regard de la thématique santé environnementale, des liens que tu penses importants que les personnes qui nous regardent aient en tête en nous écoutant échanger? Non, dans le champ santé environnementale, je n'ai pas de lien d'intérêt particulier. Maintenant, je dirige une unité de 120 personnes, donc les uns et les autres peuvent avoir des relations avec des industriels, mais ce n'est pas dans le champ de la santé environnementale, c'est dans d'autres champs, et en tout cas, personnellement, je n'en ai pas. Ok, alors pour commencer, si tu veux bien, je te propose de présenter ce sur quoi tu travailles et les enjeux associés en santé environnementale. Alors moi, ça fait un certain nombre d'années que je travaille dans le champ de la santé environnementale. C'était un choix vers la fin des années 90. Je travaillais sur autre chose avant, l'endocrinologie, les maladies du foie. Et puis j'ai décidé qu'il y avait un champ qui méritait qu'on s'y intéresse parce qu'on manquait d'informations et peut-être par intérêt personnel. Et je me suis lancé dans les effets des polluants et sur la santé. Et ce qui m'intéressait particulièrement, vu ma formation à la fois de biologiste et de médecin, c'est de comprendre comment les polluants peuvent avoir un impact sur notre santé, comment ils fonctionnent. Et donc, j'ai commencé par être quelqu'un qui faisait ce qu'on appelle de la toxicologie moléculaire. C'est ça, c'est de prendre des contaminants, des polluants, c'était surtout la dioxine et des polluants apparentés, et de comprendre qu'est-ce qu'ils font sur une cellule, sur un tissu, sur un organisme, et pourquoi ils peuvent avoir un effet néfaste sur la santé. Puis j'ai élargi vers les perturbateurs endocriniens en général, donc ça élargit un peu le champ des polluants qui m'ont intéressé. Et puis petit à petit, au cours de ces dernières années, je suis allé un tout petit peu au-delà, en réfléchissant à l'ensemble des stress qui peuvent nous concerner, des stress environnementaux, qui soient des stress chimiques sur lesquels j'ai beaucoup travaillé avant, mais aussi d'autres types de stress. Et donc dans le laboratoire, on a un peu travaillé sur l'interaction entre une mauvaise alimentation et la présence de contaminants. Tu vois, donc ça a un peu élargi ce spectre-là. Et puis petit à petit, d'autres personnes dans le laboratoire s'intéressent aux stress psychosociaux. Et on commence, on commence juste à s'intéresser à l'effet d'un mélange de stress psychosociaux, de stress chimiques et d'autres stress, donc pour essayer de comprendre comment l'interaction peut se faire entre différents types de stress. C'est un champ large qu'on a appelé l'exposome, donc qui est en fait le fait de s'intéresser à l'ensemble des expositions vie entière. L'ensemble des expositions, qu'elles soient physiques, chimiques, biologiques ou psychosociales, sur la vie entière. Alors nous, on ne peut pas faire tout d'un coup, mais disons, on se rapproche le plus possible d'une meilleure compréhension de l'exposome, en prenant, je dirais, les stress 2 par 2 ou 3 par 3, mais en essayant enfin de voir les interactions entre différents types de stress. Et dans le champ des stress chimiques, de s'intéresser plus au mélange de produits chimiques plutôt qu'à une seule substance en elle-même. Donc c'est ça qui m'intéresse. Depuis quelques années, je suis plutôt dans l'écriture d'articles, un peu de revues, de réflexions et du champ en fait de l'exposome, et j'ai pu comme ça contribuer à un certain nombre de programmes, notamment à l'échelle européenne et internationale dans ce champ-là, et peut-être contribuer avec d'autres collègues à réorienter ce champ, influencer les décideurs et les convaincre que c'est important de travailler dessus. Je mettrai quelques liens là
pour que les gens qui veulent approfondir ce que tu viens de dire puissent avoir des ressources. J'ai souvenir que oui, tu avais travaillé sur ERA, qui avait produit Oui. un rapport qui m'avait semblé vraiment très intéressant et compréhensible par des non-experts également qui s'intéressent à ce sujet. J'ai souvenir aussi que, pour aller un peu plus loin dans ton parcours, il y a une page de présentation sur le site de l'INSERM, donc qui est pour ceux qui ne connaissent pas, qui est l'établissement public là, dédié à la recherche médicale sur la santé. Et je crois que ça vient de l'histoire de l'INSERM. Donc voilà, on a une Oui. page c'est partie de l'histoire de l'INSERM. Ah, c'est Donc, gentil. Nous avons d'ailleurs après fait, dans l'INSERM. le cadre de l'histoire de l'INSERM, nous avons fait un workshop, disons un petit congrès sur l'histoire de la santé environnementale, hein. Donc, on a réuni à la fois des collègues français, mais aussi des collègues d'un peu partout dans le monde qui ont parlé un peu de l'histoire de la santé environnementale. Oui, je mettrai le lien aussi dans la description de la vidéo. Donc, si on se base sur le parcours très riche que tu viens de brosser, quelles bonnes pratiques concrètes on peut en tirer pour typiquement des jeunes parents, le public qui est amené à regarder cette vidéo en priorité? Alors, bon, je précise d'abord, bon, nous sommes des scientifiques, hein, donc nous, quand on recommande quelque chose, c'est certainement des choses qui sont basées sur nos connaissances scientifiques. Mais dans le domaine des connaissances scientifiques sur tel ou tel facteur de stress ou tel contaminant, il y a différentes catégories, si j'ose dire. Il y a une catégorie disons, de stresseurs et de polluants pour lesquels nous sommes assez convaincus et assez sûrs qu'ils ont un effet néfaste sur la santé. Je prends un exemple, l'amiante. On n'a pas de doute sur les effets de l'amiante. Le plomb, on n'a pas de doute, le tabagisme, etc. Enfin, il y a certaines choses qui sont bien établies et là, nous pouvons le dire avec une assurance totale. Il y a d'autres champs où il y a un tout petit peu plus de doute, c'est-à-dire on a des arguments montrant qu'il peut y avoir des effets sur la santé, mais il peut y avoir aussi des incertitudes sur un certain nombre d'effets. Et donc, ça, nous avons besoin de le dire, parce qu'en tant que scientifique, nous ne pouvons pas dire aux gens il faut faire ça parce qu'on est sûr. Parfois, on n'est pas sûr. Malgré tout, Souvent, oui, santé souvent, on n'est environnementale. pas sûr, hélas, parce que j'aurais pu m'attarder sur le pourquoi de ces perdifs. Ce sont des choses difficiles à avoir, parce que pour être sûr d'un effet, il faut qu'on ait des effets caractérisés chez l'homme, dans des populations humaines, donc des études épidémiologiques. Il faut que expérimentalement, on l'ait démontré et qu'on ait une bonne idée du mécanisme d'action. Là, on est sûr. Si les trois sont réunis, on est sûr. Ensuite, souvent, par exemple, ce qui nous manque, c'est, si vous voulez, l'effet chez l'homme, hein. Les études épidémiologiques sont difficiles, sont très longues à faire. Quand vous pensez que Coûteuse. certains produits chimiques peuvent avoir un effet qui ne se manifeste pas tout de suite, mais 20 ou 30 ans après l'exposition. Donc là, on a beaucoup de mal à le démontrer. Donc là, disons, on va dire qu'on a, on a un effet probable, on a un effet possible selon notre degré de confiance. Malgré tout, au nom du principe de précaution que nous utilisons, nous pouvons faire quelques recommandations, mais nous l'assortissons toujours du fait que dans ce domaine-là, on a quelques arguments sans être complètement sûr. Et puis, il y a des choses où là, l'incertitude est totale et on a assez peu d'arguments. Et là, il nous est très, très difficile de donner des recommandations. Donc, une fois qu'on a précisé ça, malgré tout, il y a pour les parents un certain nombre de recommandations. Je dirais que la première chose à faire, c'est de faire attention à son alimentation. Pourquoi? Parce que c'est par l'alimentation, finalement, qu'on a les contaminations les plus importantes, en termes, disons, je dirais, quantitatifs. Ça dépend beaucoup des contaminations, mais bon, là, c'est vrai que dans l'alimentation, on peut faire quelque chose. Si vous prenez des aliments extrêmement transformés dans des conserves ou de toute autre manière de les acheter, ils ont été largement transformés. On a dû leur rajouter des conservateurs, on a dû rajouter des émulsifiants, on a dû rajouter toute une série disons, d'intrants qui sont extérieurs à l'aliment lui-même. Là, on a quand même des arguments pour dire que c'est quelque chose qui est quand même au total néfaste pour la santé et le bien-être. Et donc, il est recommandé d'utiliser le plus d'aliments frais. Hein, donc, vous achetez des légumes, vous les cuisinez, vous achetez éventuellement de la viande, vous la cuisinez simplement, etc. Donc, des aliments frais, c'est déjà une étape importante. Alors, en plus, si, pour des raisons, alors cette fois, qui sont
une contribution au climat, au dérèglement climatique. Si vous achetez des choses plus autour de vous, hein, pas loin géographiquement, c'est mieux parce qu'ils n'ont pas passé des heures dans les transports et que, bon, voilà, ils n'ont pas été éventuellement altérés et ils n'ont pas altéré le climat par les transports. Donc, bon, donc ça, ce sont des recommandations et ce sont des recommandations, il s'avère qu'elles sont à la fois bonnes sur le plan nutritionnel, c'est-à-dire la qualité nutritionnelle des aliments, d'une part, mais aussi sur le fait qu'il y a moins d'intrants, donc moins de contaminants, et donc on se contamine, on s'intoxique moins. Donc ça, c'est la première chose, je dirais, à faire. Ensuite, bon, ben, il y a toute une série de produits ménagers hein, qu'on va acheter. Justement, que pour rester sur l'alimentation et sur le transport, je maîtrise moins ce sujet-là, mais je me souviens que sur les vêtements, le fait de les transporter de loin, ça avait aussi des aspects santé environnementaux liés aux produits que tu mettais pour les conserver, en tout cas pour des pesticides, pour qu'il n'y ait pas de développement de micro-organismes qui soient problématiques. Je suppose que c'est aussi le cas sur l'alimentation et qu'il y a souvent beaucoup de discussions sur l'alimentation ou les produits alimentaires issus de l'agriculture biologique, diminuer son exposition aux pesticides. Je sais que je t'ai entendu en tout cas, dire qu'avoir une approche de prudence sur ce sujet, c'était pas, au regard des incertitudes des pesticides, c'était pas déraisonnable, quoi. Je sais que de mémoire, le plan national nutrition santé, depuis 2019, il dit aussi d'aller vers le bio, de s'orienter vers le bio. Je crois que le Conseil s'est aussi positionné dans un principe de précaution. Tu es en phase avec ces choses-là, toi? Alors absolument, oui, tu as tout à fait raison. Sur les aliments, je pense que... Alors là, on est dans une situation... Alors, il y a quelques études qui semblent indiquer que le bio, c'est mieux pour la santé. Des études épidémiologiques qui l'indiquaient de manière assez forte. D'autres études sont un tout petit peu moins claires. En revanche, là, on peut raisonner en termes de nos connaissances. Hein, et ce qu'on sait, c'est que certains pesticides ont un impact négatif sur la santé. Ça, on le sait. Donc, il est logique d'essayer de diminuer la quantité de ces pesticides dans notre alimentation. Et donc, aller vers le bio est un élément, je dirais, extrêmement positif a priori, même si parfois on n'a pas toujours la démonstration très, très claire et nette et définitive que c'est quelque chose qui va améliorer la santé sur 50 ans. Parce que, évidemment, le bio, on ne le fait pas non plus depuis si longtemps que ça, et on n'a pas une population qui utilise le bio depuis si longtemps que ça pour qu'on puisse savoir que dans le temps très long, c'est quelque chose qui va être très positif. Malgré tout, on sait raisonner, on connaît les impacts biologiques, et avec ce qu'on sait, la recommandation de manger bio est une recommandation qui a du sens. Et donc, on l'a fait dans ce sens-là. En tout cas, moins on met de composés étrangers à l'aliment, je dirais, mieux on se porte. Alors, il y avait une bonne raison de mettre des... Voilà, tu mentionnais le fait que quand même des aliments, voire des vêtements voyagent très longtemps, il faut empêcher des champignons de pousser. Donc, mettre des fongicides avait du sens pour protéger aussi les gens contre ces champignons. Mais l'idéal, c'est justement de faire en sorte qu'on ne soit pas obligé de le faire et donc on utilise des choses relativement fraîches et qui n'ont pas voyagé longtemps. Donc ça, c'est certainement l'idéal et je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Okay. Je mettrai également, je vais l'afficher à l'écran, il y avait un livre que tu avais écrit avec Isabelle Brockman qui s'appelle « Savez-vous vraiment ce qu'il y a dans votre assiette ?» de mémoire. Et l'alternance entre... son côté journalistique, enquête et tes éclairages d'experts, moi j'avais trouvé ça très intéressant. Donc je mettrai pour ceux qui veulent aller. Et donc tu allais changer de sujet, tu allais me dire, tu es prêt là pour faire une démonstration de fabrication de produits ménagers maison, c'est ça que tu allais dire? Pas du tout. Cependant, il y a clairement beaucoup de produits ménagers qu'on achète et certains, honnêtement, aussi peuvent contenir des substances qui ne peuvent ne pas être très, très bonnes pour la santé. Mais on peut aller sur Internet et avoir des tutos et qui vous disent comment fabriquer finalement un produit pour laver la vaisselle et qui est tout à fait, qui est plus naturel, si vous voulez, et qui est assez efficace. Parfois, ça sent pas très très bon parce qu'on n'a pas su mettre, parce que ce qu'on achète sent très bon, c'est très attirant, etc. Alors, ce sont des petits tutos. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui va révolutionner votre contamination et la diminuer de manière drastique, mais ça fait partie des choses relativement simples. Moi, si vous voulez, dans les recommandations que je fais, j'aime toujours que ce soit quelque chose de faisable. Il ne faut pas
non plus qu'on transforme la vie des gens en une vie compliquée où ils doivent passer leur soirée à fabriquer des choses qu'ils vont utiliser. Mais parfois, il y a des choses simples. Mélanger tel ou tel produit et ça peut vous donner finalement de quoi laver votre vaisselle de manière simple, ou acheter du savon le plus naturel possible. Ce sont des choses simples et qui peuvent fonctionner et qui ne prendront pas beaucoup de temps. En plus, ça peut faire quelques économies, donc c'est la bienvenue. Et il faut, dans ce domaine-là, ne pas non plus être totalement obsessionnel avec ce qu'on fait et ne pas commencer à mettre en cause tout notre entourage. Après tout, ça nous a facilité la vie d'acheter ces substances-là. Mais quand on a des solutions simples, eh bien, pourquoi ne pas y aller? Je sais que mon épouse, elle s'y met, elle pourrait vous faire un tuto. Elle s'y est mise et parfois, donc voilà, elle aime bien, je veux dire, voilà, elle fabriquait ces petits détergents qui fonctionnent bien, peut-être voilà, utiliser la vapeur pour nettoyer, enfin des choses de ce style-là qui finalement fonctionnent bien. Je sais qu'on met de côté de toute façon, nous, tout ce qui est végétal et qu'on le met voilà, pour son petit potager et qu'on l'utilise. Donc on a un raisonnement un peu qui va dans ce sens-là. Et à nouveau, ça coûte pas cher en temps, on ne perd pas énormément de temps et on n'est pas non plus complètement obsessionnel avec ça. Mais ce sont des solutions relativement simples et qui peuvent améliorer, je dirais, disons, notre état de bien-être, qui pourrait l'améliorer. Bon. Donc, ça, c'est un autre exemple. Alors, il y a des choses plus difficiles. Bon, la pollution de l'air est un facteur majeur en termes de contamination, par exemple. Ça, c'est évidemment très, très clair. Et malheureusement, si on vit dans une ville, on ne peut pas soi-même, seul, avoir un impact. Là, c'est là qu'il y a des mesures, je dirais, à une échelle beaucoup plus large, qui est nationale, voire européenne, voire locale, régionale, mais à l'échelle d'une mairie ou tout ça, pour essayer d'améliorer les choses et d'améliorer la qualité de l'air extérieur. Notre contribution, je dirais, en tant que citoyen, peut être justement peut-être de militer en faveur de ça et d'accepter parfois voilà, certaines décisions qui peuvent ne pas être extrêmement populaires, bien sûr. Donc, améliorer la qualité de l'air dans les villes, c'est fondamental. Diminuer Tu disais pas très populaire. Je trouve que c'est typiquement un exemple où on peut aussi mettre en avant pour contrebalancer les aspects contraignants, parfois pénibles pour certains profils de personnes. On peut mettre aussi en avant les co-bénéfices. C'est vraiment un exemple où on a une action de santé environnementale qui va jouer sur plusieurs enjeux santé, environnementaux, qui sont aussi des apports très importants pour les gens, quoi. Oui, alors je vais donner un exemple simple. C'est sûr que utiliser sa voiture en ville, si tout le monde utilisait sa voiture en ville, et surtout si c'est des voitures qui ne sont pas électriques, eh bien, ça a plusieurs impacts. Ça a un impact sur le climat. Bon, chacun a sa petite contribution, mais enfin, l'ensemble fait finalement un impact important. Et ça ne se verra pas tout de suite. Ça se verra en améliorant, enfin, en essayant de faire que la hausse des températures soit la moindre possible, ce qui n'est pas garanti de nos jours. Mais ça a un impact immédiat sur la pollution des villes. Et ça, sur le plan de la santé, qui est notre domaine, c'est un impact visible. C'est-à-dire, il y aura moins de consultations aux urgences pour des crises d'asthme, il y aura moins de maladies cardiovasculaires. Ça, c'est quelque chose d'établi. Donc, une même décision, c'est-à-dire je diminue l'utilisation de ma voiture en ville, peut avoir des impacts qui sont tous les deux, qui vont dans le même sens. C'est bénéfique pour le climat et c'est bénéfique pour ma santé de manière immédiate. L'autre exemple assez typique, si je diminue ma consommation de viande, alors je ne dis pas que la recommandation est d'arrêter de manger de la viande. Il n'y a pas d'argument évident pour aller dans ce sens-là. Mais l'argument évident, c'est de diminuer sa consommation de viande. Là, on gagne à quel niveau? On gagne au niveau du climat parce que l'élevage, notamment l'élevage extensif, va produire des gaz à effet de serre et donc ça va altérer le climat. Et il y a un avantage sur sa propre santé parce que l'excès de viande a un impact sur les maladies cardiovasculaires, sur le cancer du côlon. Ça, c'est établi, c'est des choses qui sont claires et nettes, un peu comme la charcuterie. À nouveau, c'est au-dessus d'une certaine quantité, donc ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter, mais il faut réfléchir à une logique économique qui ferait en sorte qu'on puisse diminuer
peut-être la quantité disons, de bovins ou d'ovins qui soit élevée, mais peut-être d'améliorer la qualité de la viande aussi. C'est ce Une que viande j'allais moins dire, ça faisait écho avec ce que tu disais au départ. Si on, si on a un projet de diminuer sa consommation de viande, on ferait bien de commencer par celles qui sont très transformées, pour les raisons que tu as évoquées Exactement. tout à l'heure. Et qui viennent de loin et qui donc avoir un élevage qui fasse une qualité, et Dieu sait qu'on sait faire en France, hein, je veux dire, la qualité de la viande, on sait faire, non seulement sur le goût, mais aussi sur la quantité de graisse qu'il peut y avoir, mais une vraie bonne qualité. En consommer moins, parce que c'est mieux d'en consommer moins, et du coup, à un prix qui sera plus élevé, mais d'un autre côté, comme on en consomme moins, le coût total sera quand même moins important, et faire en sorte quand même que les éleveurs puissent aussi vivre de leur métier. Donc, il y a un équilibre comme ça à trouver qui soit bénéfique pour le citoyen, pour le consommateur, pour le producteur, je pense, et pour le climat, in fine. Donc, il y a vraiment comme ça des solutions qu'il est important de rechercher et d'essayer d'implémenter. Alors, on peut le faire à l'échelle personnelle en ayant ce type d'attitude. Ça ne suffit pas. Il faut que les gouvernants puissent prendre des décisions, il faut que les maires prennent des décisions, etc. etc. Donc, voilà, c'est un ensemble de mesures qui... voilà. Et si j'étais parent, effectivement, j'habituerais enfin, je le suis, mais ils sont un peu grands maintenant, ils ne vous écoutent plus. Hein. Mais si j'avais des jeunes enfants... Ils vont écouter pour leurs propres enfants bientôt. Peut-être pour leur propre... Là, peut-être qu'ils me demanderont quelque chose, mais bon, en tout cas, pour le moment, là, ils n'écoutent pas vraiment. Mais, mais si on a de jeunes enfants, les habituer à ce type d'alimentation, une alimentation pas très riche en viande, mais riche en fruits et légumes, par exemple, et quelques féculents, bien sûr, c'est nécessaire, hein, il faut quand même aussi manger à sa faim. Peut être effectivement quelque chose qui soit bénéfique, quelque chose acheté localement. Voilà, ça, c'est une habitude qui est bonne à prendre. Jeter le moins possible, voilà, consommer ce qu'on achète, ça, c'est évidemment quelque chose de très, très important pour concilier à la fois le bien-être, la santé et peut-être aussi l'économie du ménage. Hein, donc, il faut aussi penser à ça. Intéressé pour revenir et refaire écho à ce que tu disais là, sur les produits ménagers. Donc, tu as parlé de cette bonne pratique de première approche, de dire bon, on va essayer d'être simple pour toutes les bonnes raisons que tu as citées. Je t'ai entendu aussi à plusieurs reprises dans des conférences ou dans la presse plaider pour l'instauration, l'établissement d'un score, une espèce de miroir au Nutri-Score, mais qui serait sur la composition des produits, en particulier des produits ménagers. Donc cette action, elle est inscrite au plan national santé-environnement qui est en cours. Tu vois les produits ménagers comme une première étape vers quelque chose de plus généralisé. Enfin, ça m'intéressait que tu développes ce parallèle avec le Nutri-Score. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les pouvoirs publics doivent savoir prendre ces choses en main et conseiller le consommateur et le citoyen et le consommateur en général. On a l'expérience du Nutri-Score. Hein, donc là, on met sur chacun des produits qu'on consomme un score qui très facilement donne une idée de la qualité nutritionnelle, en tout cas de ce qu'on mange. C'est peut-être un peu plus simple sur le plan nutritionnel parce que, bon, voilà, il y a le sel, il y a la quantité de sucre, le gras, etc. Il y a toute une série d'informations qui font qu'on a ce Nutri-Score. C'est très utile à qui, principalement? C'est très utile aux personnes qui n'ont pas la culture qui leur permet à chaque fois de savoir vraiment évaluer la qualité nutritionnelle. Il y a des gens qui ont cette culture-là. À la limite, eux, ils auraient peut-être pu se passer du Nutri-Score et avec leur connaissance, savoir décider. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps. Enfin, ils ont leur travail, ils travaillent dans un autre domaine, ils n'ont pas ces connaissances-là. Ils vont acheter donc, des produits à consommer et donc ils veulent rapidement savoir quel est l'état. Et l'idée, c'est de faire un peu la même chose. Même ceux qui ont les connaissances, ils n'ont pas le temps de faire une expertise à chaque Tu produit. as raison. Sinon, on passerait notre vie à... Voilà, ce que je disais, c'est que voilà, il faut des choses simples et pas obsessionnelles, hein, qu'on ne devienne pas obsessionnel avec ça. Bon. Mais la même chose peut être dite sur les produits toxiques. Est-ce que si j'achète un produit ménager, moi, j'aimerais savoir s'il y a des perturbateurs endocriniens, s'il y a des détergents qui peuvent être franchement mauvais pour la santé, s'il y a des substances qui peuvent être toxiques pour la reproduction, etc., etc. J'aimerais le savoir. Alors, il y a des choses interdites, c'est très bien, là, on est tranquille. Mais il y a encore des choses qui ne sont pas interdites parce que
le niveau de connaissance ne permet pas d'aller jusqu'à l'interdiction. Et puis le dossier pour interdire une substance met des années et des années dans les agences. Ce n'est pas quelque chose de simple. Donc avoir un score simple qui m'indique si j'achète un produit qui contient beaucoup de ces composés ou pas, ça me paraît très utile pour le citoyen qui n'a pas le temps, le consommateur qui n'a pas le temps de faire cette analyse-là lui-même. Donc, on est très en faveur. Ce n'est pas si simple que ça, parce que le champ de la toxicité est beaucoup plus large. Si vous voulez. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération, mais si on ne commence pas, on n'y arrive pas. C'est inscrit dans le PNSE. Je ne vois pas encore de programme précis là-dessus. J'aimerais bien qu'il y en ait, qu'on commence par ça, et puis ensuite, on pourra l'étendre. C'est quelque chose qui est attendu. Il peut être accompagné d'un score sur le coût environnemental. C'est-à-dire, si un produit a voyagé pendant très, très longtemps, a été fabriqué dans des conditions qui sont coûteuses sur le plan environnemental, c'est bien aussi de le savoir. Ce n'est pas du tout en contradiction, les deux sont très complémentaires. Mais je pense qu'on doit avancer dans ce domaine, et c'est une mission de service public. Oui, comme tu disais, c'est certainement moins simple parce que ça me faisait penser aux contraintes, une contrainte commune avec les labels. La nourriture ou certains produits comme des cosmétiques, il y a des obligations d'expliciter la composition dans une certaine mesure. Mais il y a plein de produits sur lesquels on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans, et ça se complexifie encore le truc, quoi. Absolument. Comme les vêtements, par exemple. En fait, quand on achète quelque chose, c'est un droit de savoir qu'est-ce qu'on achète, quoi. Donc, d'aller un peu dans pas simplement l'utilisation et ce qu'on a voulu et ce qu'on veut nous proposer, on a le droit de savoir. Oui, c'est ça, c'est l'obligation de subir, nous donne le droit de savoir, là, Absolument. J'ai un doute, comme le dit, j'ai un doute, je le retrouverai, je l'inscrirai à l'écran, c'est les contraintes du direct. Je voulais c'est Jean Rostand. Je voulais revenir sur un aspect qui me paraissait très important pour le public type qui nous écoute. Tu parlais de bonnes habitudes à faire prendre par les enfants, et c'est une période clé justement pour instaurer des bonnes habitudes pérennes. Et ça me faisait penser, pour faire écho aussi avec la notion d'exposo, mais parce que tu parlais de l'ensemble des expositions, mais j'imagine que selon les auteurs, on peut aussi penser au type d'expositions qui vont avoir un effet favorable sur la santé. Moi, typiquement, je traite aussi de ça sur ma chaîne, de l'exposition typiquement à des environnements naturels de qualité, type environnement vert et bleu, etc. Et il me semble aussi que faire prendre des bonnes habitudes sur ces sujets-là, sur ce type d'exposition, c'est aussi un enjeu clé dans l'enfance, quoi. Si tu emmènes tes enfants tout le temps en forêt, tous les week-ends, où c'est la nature et le terrain de jeu par défaut, il me semble que ça ancre quelque chose en eux de très important et de très pérenne, et que c'est une habitude après qu'ils vont avoir pour les adultes qu'ils vont devenir. Je crois que c'est très important là, ce qu'on vient de dire, et je crois que les enfants peuvent avoir influencé même eux-mêmes leurs parents, si tu veux, pour aller plus loin dans ce sens-là. Moi, je vais donner un exemple chez moi qui est un peu différent, mais moi j'aime bien certaines boissons américaines, voilà, avec des bulles, si tu vois. Blanche. Alors, est-ce que c'est parce que dans mon enfance, on me donnait ça? J'aime bien ça. Mais mes enfants sont assez réticents. Ils ont entendu que c'est pas bon, si tu veux, pour la santé. Et du coup, eux n'en consomment pas, et je dirais même mettre un tout petit peu de pression. Mais dans un autre sens, même dans le cadre des contaminants en général, des espaces verts, des espaces bleus, je pense que c'est très important. Cette histoire, elle est d'autant plus importante qu'il faut associer l'environnement non pas seulement à ce qui peut être néfaste, mais aussi à ce qui peut être positif. Donc, comme tu dis, aller dans la forêt ou alors des espaces verts en ville. Ça, il y a des arguments très forts maintenant pour dire qu'avoir des espaces verts en ville est très positif à plusieurs niveaux. D'abord, c'est sur le plan des puits de chaleur, hein, ça diminue de quelques degrés. Parfois, la chaleur en ville, ça peut capter un peu de CO2, ça diminue aussi la pollution. Donc, il y a vraiment beaucoup. Et puis, simplement, d'un point de vue culturel, d'un point de vue, je dirais, du bien-être, on se sent plutôt mieux avec ça. Donc, c'est associé aux liens sociaux, l'activité physique, vraiment absolument. Un éventail de... Absolument, oui, bien sûr, c'est aussi parce que peut-être qu'on a plus envie d'aller faire du sport, mais même avoir de la nature, même un peu, je dirais, je vais être un peu provocateur,
une nature un peu sale, c'est-à-dire les gosses qui se, voilà, qui vont se tomber par terre, un peu se salir. C'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. Hein. Il faut revenir sur l'idée qu'il faut tout bétonner pour que ce soit nickel propre et que les enfants n'aient aucun contact avec même des bactéries qui existent ou des champignons qui existent dans la nature. Pourquoi ça? Parce que à force d'être hygiéniste, c'est-à-dire d'être un peu maniaque avec l'hygiène, eh bien, on va modifier notre système immunitaire qui, au lieu d'être dirigé contre ces bactéries ou qui peuvent nous entourer, ces microbes qui nous entourent, il va finir par être dirigé vers soi-même et provoquer des maladies auto-immunes, certaines maladies allergiques. Il y a des arguments pour ça que finalement, on développe plus d'asthme dans un milieu très hygiéniste que dans un milieu, si tu veux, un peu plus nature, où on se mélange, voilà, on se salit ensuite en tombant par terre, voilà. Et à tel point que il y a des expérimentations, là je ne dis pas que c'est établi, mais en Finlande, on restaure autour des écoles, par exemple, un milieu plus naturel et laisser les enfants un peu y aller et ne pas exiger que ce soit nickel chrome et propre à tous les niveaux. Donc, tu vois, attention, cette nature-là, elle peut être positive et ça va complètement à contre-courant. Mais ma mère n'est plus là, mais si je disais ça à ma mère, qu'il faut laisser, il faut laisser les enfants dans quelque chose de finalement pas très propre, ça l'aurait choqué, mais profondément, parce que c'est pas du tout. Et ça a joué son rôle. Bien sûr, l'hygiène a énormément joué son rôle à un moment. Mais attention aux excès et peut-être revenir à un contact plus proche de la nature a des effets positifs à plus d'un niveau. Oui, pour toi, ça fait vraiment partie de la notion d'exposome? Ça fait tout à fait partie de la notion d'exposome. En fait, l'exposome, c'est tout ce qui nous entoure, tout ce qui va influencer en dehors la santé et le bien-être, en dehors de nos gènes, en gros. Voilà, c'est tout. C'est le comportement, c'est ça. On met tout ça, nous, dans un même cadre qui est l'exposome. Alors, ça fait un cadre, évidemment, un peu large, mais ça permet aussi d'avoir une vision un peu globale de nos comportements et à rechercher des solutions qui nous permettent d'être plus plus compatible avec un meilleur bien-être et une santé de qualité. Parmi les recommandations, voilà, je prends un exemple. On a tous utilisé, moi-même, j'ai utilisé des petites lingettes pour nettoyer les bébés. Hein, c'est exactement ce que j'allais te demander. Là, tu as évoqué 3 générations, tes enfants, ta mère, toi, et je me demandais si avec le recul, tu aurais fait des choses différemment pour tes enfants. Oui, finalement, laver les fesses des bébés avec un peu de savon, ça suffit. C'est pas la peine d'avoir des lingettes. Voilà, c'est très commode les lingettes, mais finalement, c'est pas tellement plus lourd de faire ça de manière plus simple avec un peu de savon et de l'eau. Donc il y a des choses vraiment qu'on nous a un peu convaincus que c'est beaucoup mieux. Et finalement, non, c'est pas beaucoup mieux. On peut revenir à quelque chose d'un peu plus simple. Tu disais tout à l'heure que c'était important de ne pas avoir un côté obsessionnel sur ces aspects. Je pense que c'est important. Je trouve que j'étais content que tu l'abordes spontanément parce que l'anxiété ou l'éco-anxiété associée à cette thématique de santé environnementale, c'est souvent quelque chose qui revient et de plus en plus, en fait, ça grandit de manière proportionnelle à la prise de conscience d'une plus grande partie de la population des enjeux associés. Et je trouvais que remettre le bien-être, en fait, il fallait articuler ça avec la notion de bien-être et qu'elle doit rester centrale dans l'approche. Je trouvais que ça renvoyait avec la définition de l'Organisation mondiale de la santé. Et je trouvais que ce message-là, et en parallèle du fait que tu disais très simplement que même des experts de ton niveau, en fait, font pas tout parfait, ont évolué dans leur manière de voir les choses. Je trouvais que c'était des messages importants pour les parents. Moi, je pense que, non, mais tu as tout à fait raison. C'est vrai que l'Organisation mondiale de la santé a fait évoluer la notion de santé pour inclure le bien-être. C'était juste après la Deuxième Guerre mondiale, alors que un peu avant, la santé était surtout définie par l'absence de problème. Quand on a pas mal, voilà, on est en bonne santé. Et là, dans un organe. Hein. Et là, après, donc là, le bien-être fait complètement partie. Mais pour revenir sur ces questions d'environnement, je préfère au terme d'éco-anxiété, puisque tu as parlé de conscience, le terme d'éco-conscience. C'est-à-dire, il faut être conscient des problèmes. Il ne faut pas se voiler la face.
Les problèmes, ils sont là, il faut en être conscient. Alors, un peu d'anxiété, je dirais que c'est peut-être nécessaire pour pousser à l'action. Hein, ça pose un problème, il faut qu'on agisse, et il faut qu'on agisse. Moteur. Le fait d'avoir un peu d'anxiété est un phénomène qui pousse à l'action, et donc c'est dans ce sens-là quelque chose de bien. Si l'anxiété est telle que c'est plutôt quelque chose qui inhibe notre action et qui va nous mettre tous en dépression, je pense qu'on n'aura pas bien fait dans l'ensemble. Donc, très important d'avoir conscience des problèmes, très important de rechercher des solutions de manière, je dirais, la plus objective et la plus, je dirais, tranquille possible, de contribuer à ce que ces solutions soient mises en route, que ce soit à l'échelle personnelle, mais aussi à l'échelle de la communauté, et à l'échelle, je dirais, peut-être nationale et internationale. Ça, on peut tous y contribuer. Arriver à solutionner, à trouver les solutions simples. Être totalement obsessionnel, j'ai utilisé parfois ce mot, bon, il faut pas mal le prendre, mais transformer complètement sa vie en une espèce de recherche des problèmes pour essayer de les résoudre peut être négatif dans l'ensemble et peut finir par augmenter un peu notre stress permanent et peut-être, in fine, nous déprimer. Donc, il faut faire ça de manière raisonnable. On peut se tromper. Moi, je suis sûr que je ne fais pas suffisamment bien. Hein. Je ne me considère pas nécessairement comme un exemple à suivre. Il y a d'autres qui font peut-être sans doute mieux, mais enfin, avancer et contribuer tous dans ce sens-là peut être quelque chose d'extrêmement positif, s'encourager mutuellement et avoir une approche très, très positive de ces actions plutôt qu'une approche soit catastrophiste dans certaines situations, soit finalement d'ignorer. Le pire, c'est de dire « ah, je ne veux pas le savoir, donc j'ignore » et on vit comme le problème n'existait pas. Ce n'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. Très bien. Est-ce qu'il y aurait un sujet que tu voulais aborder, important pour toi, et qu'on n'aurait pas spontanément discuté lors de nos échanges? Je pense qu'on a beaucoup abordé la question de l'éducation tout à l'heure, et c'est parfois quelque chose qu'on n'aborde pas nécessairement quand je discute de santé et environnement avec les uns et les autres, et tu as bien fait de le mettre en valeur. L'éducation, c'est absolument fondamental parce que ça prépare un peu la génération future. Je pense que il est tout à fait vrai que nous sommes actuellement dans une situation internationale qui est une situation plus difficile qu'il y a quelques années, finalement. Mais il faut se rappeler que nos grands-parents ont aussi connu des situations assez difficiles et presque catastrophiques. Ils s'en sont malgré tout sortis. Je suis tombé, pour parler de quelque chose d'un peu personnel, je suis tombé sur un cahier rédigé par mon grand-père. Je suis d'origine libanaise, donc c'était un cahier rédigé sur sa vie, en fait, sur ce qu'il a connu pendant la Première Guerre mondiale. Ouais. C'était catastrophique ce que cette partie du monde a connu pendant la Première Guerre mondiale. On pouvait perdre la vie tous les jours. On en était réduit à manger ce qu'il y avait, et il n'y avait pas de blé, on mangeait autre chose. Enfin bon, c'était de la survie. Et ils s'en sont sortis. Et finalement, mon grand-père est passé de l'état extrêmement difficile pendant cette Première Guerre à finalement un état tout à fait correct juste après et a élevé ses enfants, donc mon père et ses frères et sœurs, dans des conditions plutôt correctes. Donc on a connu dans le passé des situations difficiles. On peut en connaître encore et je pense qu'il faut juste en avoir conscience et essayer de contribuer positivement à régler tout ça. Ok, je te propose qu'on reste sur ce beau mot de la fin. Pour ceux qui veulent suivre ton travail ou tes activités, où est-ce qu'on peut les renvoyer de manière préférentielle? Il y a un peu le site de l'unité de INSERM que donc je dirige, hein, donc, qui est l'unité INSERM avec un chiffre 1124. C'est pas très difficile à s'en rappeler.
Donc 11-24, on a toute une série d'activités qui sont montrées, donc dans ce domaine comme dans d'autres domaines. Je pense que si on va sur Internet, il y a un certain nombre même de vidéos il y a des vidéos assez longues d'ailleurs, hein, où je m'exprime sur les questions santé environnementale, y compris certaines auditions, hein, dans des commissions parlementaires. Ça peut toujours être intéressant de voir l'intérêt de nos politiques et comment on peut y répondre, et il faut qu'on y réponde. Il y a pas, ce sont des questions importantes et c'est important que nos politiques s'y penchent. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut trouver le plus de choses. Si les gens qui sont plus dans le monde scientifique, il y a évidemment tous les instruments de recherche sur les articles scientifiques que nous avons produits qui peuvent être très très utiles. Robert, merci beaucoup à nouveau pour l'échange très intéressant, pour les conseils utiles pour les parents. Ok. Et puis, au plaisir de te croiser. Avec plaisir. Allez, Au revoir. salut, au revoir. Voilà pour cet entretien. Si vous paraît utile, vous pouvez liker, vous abonner et clocher, si ce n'est pas encore fait, pour que YouTube favorise sa diffusion. À très bientôt.